create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour et bon après-midi, MTL Connect. Bienvenue à cette deuxième partie de programmation. Bel après-midi de programmation sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Tout ça se chevauche dans un super beau building à la SAT. En plus, on est à la Satosphère dans un ciel étoilé en plein après-midi. Wow! Ça va bien, MTL Connect? Vous allez bien? Ouais! Yes! Ah, j'aime ça, une audience vivante. Ça veut dire que vous êtes bien caféiné, vous avez mangé, vous avez de l'énergie. J'ai besoin de cette énergie-là, là, ça fait du bien parce qu'on a beaucoup de contenu à absorber, on a beaucoup d'échanges à faire. Il faut rester vivant et humain. C'est ça, MTL Connect. C'est beaucoup plus qu'une conférence plate et statique où on fait juste écouter, puis après, on apprend. Non, c'est humain. Humain avant tout, c'est de connecter. C'est rare qu'on a des conférenciers, conférencières qui sont là, qui sont accessibles, qui sont prêts à jaser avec vous. Profitez-en, Montréal. On a tout un événement et on en est fiers, surtout de l'avoir dans cette belle salle de la Satosphère ici à Montréal. Bon! En passant, je sais qu'on se voit ici, vous êtes là, allô, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont de partout à travers la francophonie, qui nous suivent des quatre coins de la planète. Alors bonjour à vous tous sur 4 continents. Je pense que c'est ça, on a du monde en Afrique du Nord, on a des gens en France, en Belgique. Alors bonjour à vous tous et merci de nous suivre, chers internautes. OK. Est-ce que vous êtes toujours là, Montréal? Ça va bien? Oh! J'avais de la bonne énergie tantôt. On recommence. Ça va? Oui! Yeah, there you go. OK. Quoi de mieux que cette énergie-là pour avoir un panel sur la cybersécurité? Let's go! On part ça tout de suite. On va parler de la réglementation en cyber. C'est important. Et on va faire le pont entre la NIS 2 et la loi 25. Quels impacts pour nos organisations? Et pour nous en parler, on a des gens beaucoup plus intelligents et subject matter experts que moi. Alors, je vais les inviter sur scène tout de suite. Je les nomme, ils vont venir nous rejoindre et ensuite ils vont se présenter. J'aimerais tout de suite présenter Alex Dos Santos à me rejoindre. On peut l'applaudir. Élodie Meyer. On applaudit. Jérémy Grand-Clodon. On applaudit. Et notre modératrice, Asma Hamoudi. Merci, Armand. De rien. Bon panel. Promis, j'essaie de garder la même énergie que Tammy. Puis, promis, j'ai vu que vous étiez vraiment réveillés. Donc, on a besoin que vous soyez le plus réveillés pour le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à cette 7e édition de MTL Connect, ici à Montréal. On accueille un panel transatlantique pour parler d'un sujet, moi, qui personnellement me tient beaucoup à cœur. Donc, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos panélistes et à leur passer la parole un petit peu pour se présenter. Donc, on a Jérémy Grand-Clodon, qui est expert en cybersécurité à l'Agence du numérique ADN en Belgique. Élodie Meyer, qui est associée directrice juridique à CEBA Droit ici à Montréal. Et Alex Dos Santos, président de ISACA Montréal, ici donc au Canada. Allez-y, je vous passe la parole. Bonjour à tous et à toutes, bonjour Montréal. C'est un plaisir d'être ici en tant que expert en cybersécurité pour l'agence numérique, où je m'occupe de la stratégie régionale de la région Wallonne pour tout ce qui est implémentation en cyber. Oui, on aura un petit passage de micro à faire. Parfait. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Élodie Meyer. Je suis effectivement, comme Asma disait, avocate. Je me spécialise en droit des technologies et donc toutes les questions de cybersécurité, technologie de l'information, sécurité de l'information, les aspects juridiques liés à ça et les aspects législatifs, évidemment, là, ce sont des choses qui tombent donc dans ma cour au quotidien. Bonjour tout le monde, bonjour Montréal. Alex Dos Santos, président de l'ISACA Montréal. Je représente notre association qui accompagne et certifie les compétences des professionnels, des gestionnaires et entrepreneurs aussi du numérique
Donc, on adresse à tous les enjeux, que ce soit lié à l'audit des technologies, à la protection des renseignements personnels, mais aussi et surtout la gestion des risques et la gouvernance. Merci et bienvenue. Donc, on le dit souvent, et puis c'est quelque chose dont personnellement je me plains aussi beaucoup, là, que la réglementation ne suit pas alors que la technologie va très vite. Mais aujourd'hui, on a la chance de pouvoir parler de réglementations qui se sont concrétisées, elles ont été votées, elles sont passées. Donc, pour commencer à tous les trois, puis vous choisirez qui va commencer à répondre à la question, qu'est-ce qui caractérise l'approche européenne du NIS 2 avec l'approche québécoise de protection des renseignements personnels ou la loi 25 comme on la connaît? Qu'est-ce qui catégorise ces nouvelles modifications qui ont été apportées surtout au NIS 2? Parce qu'on sait que c'est pas nouveau, c'est juste une mise à jour. Et concrètement, comment est-ce que ça va redéfinir l'identité numérique, surtout à la lumière de la loi 82, ici aussi au Québec? Vas-y, Jérémy. Tiens, je vais nommer comme en classe. Donc, effectivement, l'Europe, elle était plutôt hyper kinétique par rapport à tout ce qui est législation. Il y a eu NIS 1, effectivement, qui était plutôt une déclaration d'intention, un bel essai. Et donc maintenant, on s'est essayé d'être transformé avec NIS 2. On a rajouté notamment de nombreux domaines par rapport à tout ce qui est les autres domaines critiques et essentiels qu'on a. Donc eau, électricité, santé, opérateurs numériques. On a le transport, on a aussi les eaux usées, on a la poste, la nourriture, donc on a vraiment beaucoup de choses. On est occupé aussi à déplacer toute la discussion de la cybersécurité de la salle IT vers le board. Et ça, c'est très nouveau. Obligation, responsabilité, amende. Donc ça génère des discussions beaucoup plus vives qu'avant. C'est terminé de dire que c'est un problème IT, c'est un problème du board, de la direction. Ça, c'est déjà un énorme changement à ce niveau-là. Et des obligations aussi de signifier les incidents très rapidement, entre 48 et 72 heures, pour les entités essentielles et importantes. OK. Alex? Je dirais que, mettons, c'est une belle complémentarité qu'on a vue aussi entre ce qui s'est passé en Europe avec NIS 2 et puis ce qu'on voit au Québec et au Canada avec loi 25 et puis peut-être le côté PIPEDA au niveau du fédéral. NIS 2, c'est vraiment cette approche systémique. Mettons, on approche l'industrie au niveau de l'industrie vraiment, alors que, mettons, au niveau de la loi 25, la perspective, elle est plus au niveau du droit du citoyen et de la protection des renseignements personnels et / de sa vie privée. Donc, les deux perspectives, les deux cadres ont évolué chacun sur leur continent, mais sont plutôt complémentaires que clairement séparés. Puis j'ajouterais en fait que de façon générale, le Québec, le Canada a quand même 6 à 8 ans de retard sur l'Europe en termes de législation, que ce soit protection des renseignements personnels, que ce soit les mesures de sécurité ou de cybersécurité sur lesquelles on veut légiférer. Aujourd'hui, la loi 25 a un seul article qui parle de mesures de sécurité. C'est un article qui est en plus extrêmement vague, en fait, qui dit juste essentiellement qu'il faut avoir des mesures de sécurité qui sont proportionnelles à la sensibilité de la donnée, mais sans avoir plus d'indications ou plus d'encadrement finalement d'un point de vue technique, technologique. Je pense qu'il y a du rattrapage à faire. Il y a des intentions. On a l'intention de tenter de combler ce vide. Je pense qu'il y a d'autres projets de loi, en fait, autant au fédéral qu'au provincial au Québec, qui vont nous permettre d'adresser ces sujets-là. Notamment au niveau du projet de loi qui était anciennement C26, qui est maintenant le projet de loi C8 au fédéral, qui se veut peut-être plus proche finalement de ce que le NIS impose. Mais puis en termes d'obligations, je pense que la loi 25, on en a quand même beaucoup parlé dans les 2 dernières années. On a un peu une idée de ce que ça représente en termes d'obligations sur les entreprises. Comme Alex le disait, c'est davantage des protections qui sont conférées aux citoyens en termes de protection de leurs renseignements personnels. Mais la corollaire, donc, c'est les obligations imposées aux entreprises pour protéger ces renseignements, pour obtenir des consentements adéquats. Et puis, la notification des incidents de sécurité, puis un certain nombre d'autres éléments. Et puis peut-être je conclurai juste sur le projet de loi 82, qui donc n'est plus un projet de loi, qui est maintenant la loi... Elle changera de numéro certainement, mais donc le projet de loi 82 qui a été adopté hier ou avant-hier au provincial québécois, qui donc met la table pour l'identité numérique nationale québécoise, qui reste quand même un sujet qui est central, mais pour lequel on a très peu d'encadrement. Et on va devoir se tourner vers l'Europe pour regarder qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont bien fait, qu'est-ce qu'ils ont moins bien fait, et certainement s'adapter de cette manière-là. Oui, finalement, en fait, la loi, peu importe que ce soit dans les technos, cybersécurité ou ailleurs, l'ambiguïté, c'est le plus grand défi à naviguer. Donc, si je voulais peut-être le résumer, puis juste grossièrement dire, enfin, on va dire NIS 2, c'est protéger nos services essentiels contre les cyberattaques.
Et puis, loi 25, c'est protéger nos renseignements personnels à tout prix. OK. Puis Asma, si tu me permets aussi, Ouais. c'est protéger, oui, mais comme le rappelait Jérémy, c'est de ramener l'imputabilité au bon niveau. Ouais. Le cœur, que ce soit aussi bien de la loi 25 et de Nice 2, l'élément commun qu'ils partagent, c'est vraiment de ramener l'élément de décision proche du preneur de décision d'affaires. Et cela, c'est un élément aussi qu'il faut toujours aussi ramener en perspective lorsqu'on parle de ces évolutions de la réglementation en matière de cybersécurité. Du coup, en fait, je vais déboussoler un petit peu le fil d'idées que j'avais parce que j'aime bien où est-ce qu'on est en train de s'en aller là en ce moment. On va parler gouvernance aussi un petit peu, mais en même temps, je vais le ramener sur le fait que, surtout, on va se concentrer, c'est un panel transatlantique, comme on a dit, des entreprises qui opèrent transatlantiquement. Ça va être quoi, en fait, les défis qu'ils vont avoir pour pouvoir s'adapter à ces différents paysages réglementaires, que ce soit provinciaux, fédéraux, ici au Canada, et puis après ça, européens, parce qu'on en connaît. Puis dans le monde des startups aussi, et puis on en voit beaucoup ici à MTL Connect. Ça va être quoi leurs grands défis? Et touchons aussi un petit peu la partie gouvernance. C'est quoi les grosses modifications que les entreprises, donc là, regardons la partie entreprise, on reviendra sur la partie citoyen et qu'est-ce qui lui appartient. Ça va être quoi les grands défis et les modifications à faire pour pouvoir respecter ces réglementations? Qui veux-tu nommer? Élodie. Je me lance. Donc de ce côté-ci de l'Atlantique, si on regarde la loi 25, en termes de gouvernance, la loi, à bien des égards, elle reste vague sur beaucoup de choses, mais parmi les choses qu'elle impose, c'est de mettre en place justement des politiques de gouvernance des renseignements personnels. Donc pas uniquement de dire qu'on doit aller... oui, on doit s'assurer d'obtenir les consentements puis ces éléments-là qui sont importants, mais il faut aussi qu'on développe finalement des politiques, des procédures internes qui nous permettent de gouverner les données plus adéquatement. Je pense qu'il y a un enjeu à ce niveau-là parce que c'est quelque chose qui, traditionnellement, en fait, était souvent délaissé. On voulait collecter massivement de la donnée et on voulait tout conserver parce qu'on avait cette idée que data is gold et qu'il fallait absolument tout conserver pour être capable d'aller chercher Alimenter le lac de données. Voilà, le lac de données. Pour de exactement. l'analytique. Aujourd'hui, il y a ceux qui disent que c'est encore nécessaire puis qui veulent encore le faire, évidemment. Et puis, il y a ceux qui se rendent compte qu'en termes d'un point de vue sécurité, finalement, c'est peut-être pas la meilleure approche et que donc la gouvernance des données, en fait, ne passe pas uniquement au niveau de la donnée du renseignement personnel, mais de l'ensemble des données qu'on traite, qu'elles soient confidentielles ou non, sensibles ou non, à différents degrés, finalement, de classification. Et puis finalement, ça va être d'être capable de suivre cette donnée dans son cycle de vie essentiellement. Cycle de vie qui est quand même un concept qu'on retrouve dans la loi 25. Parmi beaucoup de concepts qui manquent, celui-là, on le retrouve. Mais c'est de dire que la donnée, il y a un point de collecte. À un moment donné, elle est rentrée dans la société, on l'a utilisée, on l'a communiquée. On a fait toutes sortes de manipulations dessus. Est-ce qu'on l'a détruite à un moment donné? Et à qui on l'a communiquée? Est-ce que ces tiers, eux, les ont détruites? Tout ça, c'est de l'inventaire de données qu'il y a à faire, du suivi de flux qui va venir rejoindre finalement, ce qui va être les intrants pour améliorer la gouvernance de cet ensemble. Okay. Puis je me permets de réagir à ce que tu dis, mais effectivement, mettons, la gouvernance, c'est vraiment cet élément clé. Et puis je dirais qu'il y a comme un peu... une évolution un peu des organisations. On est passé à ce que j'appelle un peu les organisations des années 90, qui faisaient leurs activités d'affaires et qui avaient un département TI quelque part. Mais maintenant, on va dire, on est en 2025. Les transformations numériques sont largement entamées, elles sont en accélération et faire du numérique, c'est intégrer à même les activités des organisations. C'est pour ça que parler de numérique ne peut plus être un sujet sur une table isolée de TI ou de cybersécurité. C'est un sujet qui vient au centre des discussions d'affaires car ça positionne les organisations au présent, mais aussi pour leur évolution future. Performance, résilience, c'est des sujets clés. Mais je dirais aussi que ce soit par rapport à la loi 25 ou Nice 2, c'est des normes que j'appellerais aussi peut-être un peu de nouvelle génération, car plutôt que d'avoir une approche uniquement, on va dire, de conformité, check the box, il y a aussi une approche qui est comme plus aussi orientée gestion des risques, dans le sens où on se pose la question, qu'est-ce que je veux protéger? Nice part de très haut. Certains secteurs essentiels, ok, parfait. Ensuite, on détaille quelles sont ces activités ou quelles sont les situations qu'on veut éviter. Puis d'une certaine manière, on a ce même raisonnement aussi dans la loi 25 qui force à se poser la question, est-ce que j'ai besoin de cette donnée? Pourquoi? Je dois mettre en place des mesures de protection.
mais comme le législateur n'est pas nécessairement un expert de cybersécurité, il a laissé ce flou mou là que je reconnais, c'est vrai, mais qui est justement on va dire, parfois bien accompagné. On arrive on va dire, à clarifier les bonnes pratiques, mais il faut aller les chercher. Je connais 2-3 endroits où vous pouvez y aller, mais... Et effectivement, donc pour NIS 2, il y a 2 cas de figure. C'est soit l'entreprise va être directement soumise à NIS 2, donc elle devra être identifiée, ou alors elle fait partie d'une supply chain. Et là, elle va devoir entre guillemets, se conformer aux demandes du donneur d'ordre, qui va devoir faire sa due diligence et vérifier dans quel état est l'entreprise. Donc c'est plus léger. Mais dans le cas où elle est directement soumise à NIS 2, par exemple, elle arrive en Europe, elle est reconnue dans un secteur de tech qui est dans un secteur au minimum important, elle va devoir déjà s'authentifier auprès des autorités. Elle va devoir mettre en place des mesures de base niveau sécurité et montrer patte blanche. Il y aura des audits à la clé. Elle doit mettre aussi en place des mesures potentielles pour le suivi de sa propre supply chain. C'est difficile d'être indépendant. Comme tu dis, on est en 2025. On a tous un logiciel, quelque chose dans les bibliothèques. On se souvient tous de Log4j, ce que ça a donné. Et ensuite, il va falloir aussi mettre en place tout ce qui est gouvernance par rapport à ses dirigeants. Donc même si c'est relativement petit, il y a des obligations de formation. Et il faut être capable aussi de détecter et d'être capable d'articuler des incidents qui arrivent. Donc c'est un, le savoir, de les communiquer correctement et dans un délai qui est correct. Est-ce que le NIS 2, comme à l'image de la loi 25 aussi, donc il prévoit des pénalités en cas de non-compliance, de non-conformité? Oui. Donc là, il y a 2 types. Il y a le type administratif et les amendes. Donc les amendes vont de relativement léger jusqu'à 2% du chiffre d'affaires, à la hauteur jusqu'à 10 millions d'euros, si je ne donne pas de fausses informations. Pour la partie administrative, donc notamment pour la chose publique, donc généralement les mandataires sont relativement protégés. Il y a moyen de les mettre sous tutelle maintenant. Donc on peut dire, écoutez, ben voilà, vous avez fait soit volontairement ou non obstruction à la bonne marge de la société, vous n'avez pas fait les bons investissements, pris de mauvaises décisions, et ben, le temps qu'on redresse la barre, veuillez vous écarter de votre siège, quelqu'un d'autre va signer à votre place. Donc effectivement, on ramène l'imputabilité maintenant plus haut. Ramenons-la aussi un peu plus bas en tant que citoyen, à l'image de ces 2 réglementations-là. Qu'est-ce que ça va venir changer sur la relation, on va dire, de confiance que les individus, les citoyens ont vis-à-vis des organisations, alors que ce soit pour manipuler leurs données dans leurs opérations day-to-day, mais aussi dans les cas où des cyberattaques se passent vis-à-vis d'organisations. Vas-y, Elodie, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme droit supplémentaire que ça peut nous conférer comme citoyens, mais aussi responsabilité et imputabilité en tant qu'individu propriétaire de nos données? Oui, je pense qu'il y a quand même... il y a effectivement les 2 volets. Là, quand on est citoyen, il faut on fait attention à ce que les entreprises protègent nos données adéquatement, mais il faut aussi qu'on protège nos données adéquatement nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas exposer nos renseignements personnels at large sur Internet, de ne pas mettre des données particulièrement sensibles sur les réseaux sociaux, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui ont été communiquées là, au fil, dans les dernières années, qui sont des bonnes pratiques et puis qui finalement sont des éléments que les citoyens vont devoir mettre en place. Mais ce bout-là de la responsabilité, je pense qu'il ne faut pas non plus... c'est-à-dire, oui, il faut donner la responsabilité aux citoyens, mais ils ne peuvent pas être entièrement imputables de quelque chose quand ils n'ont pas le contrôle de ce qui se passe en arrière. L'idée était un peu confuse dans ma tête, là, mais ce que je veux dire par là, c'est de dire qu'un citoyen peut poser des questions à une entreprise, peut essayer de comprendre effectivement où va sa donnée, à quel moment elle est traitée par quel type de système, mais est limité à ce que l'entreprise va lui dire. Et l'entreprise, si elle fait affaire avec d'autres... des tiers? Des tiers, des sub-processors, s'il y a d'autres éléments dans sa supply chain sur lequel le citoyen n'a aucun contrôle, il ne peut pas être responsable ou imputable de quoi que ce soit. Mais est-ce que le NIS 2 et la loi 25 lui donnent des recours maintenant qu'il n'avait peut-être pas auparavant? Oui, alors effectivement, en fait aujourd'hui il y a des droits, au-delà des recours qu'ils ont, c'est sûr qu'il y a des droits pour les individus de demander l'accès à leur renseignement personnel, de demander la rectification ou des indexations, effacement dans certains cas de ces renseignements personnels-là, bien que l'effacement est traité différemment ici au Québec que c'est traité en Europe. Mais ça, effectivement, ce sont des droits qui ont été remis entre les mains des citoyens. Après, est-ce que c'est de leur responsabilité de faire une demande spécifique, de faire détruire des renseignements personnels, par exemple? On peut dire en partie,
Mais pour moi, c'est plus, à ce niveau-là, ils ont eu le droit de le faire. Ce n'est pas leur responsabilité de le faire. Ok. La responsabilité demeure auprès de l'entreprise qui, elle, a l'obligation de détruire la donnée une fois que les finalités ont été accomplies. Et c'est là où je fais quand même la distinction entre les droits que les citoyens ont versus la responsabilité qu'ils ont sur leurs données. Et puis moi, la responsabilité, je la mets, du citoyen, j'entends, hein, la responsabilité, je la mets juste au niveau de la divulgation ou la dissémination de nos propres données personnelles. Puis Elodie, si tu me permets de réagir dessus aussi, c'est, je pense, on a aussi une catégorie de citoyens particuliers, une catégorie particulière, pardon. Tu sais, ce sont nos citoyens qui sont experts dans ces domaines-là, qui travaillent, mettons, en technologie, qui travaillent dans ces prises de décision, qui vont être emmenés à choisir des données personnelles, comment elles vont être traitées, pourquoi. Puis je pense que c'est aussi un devoir pour ces catégories de citoyens d'être conscients de finalement les risques qu'ils peuvent faire courir aux autres et de leur responsabilité, déjà en tant que, on va dire, professionnels, mais aussi en tant que représentants de leur organisation pour faire un traitement, on va dire, oui, conforme à la loi, mais surtout qui respecte l'esprit de la loi du bon traitement des renseignements personnels. Puis je suppose que c'est aussi le même parallèle que l'on peut faire pour NIS 2. Ben oui, justement. Faisons Oui. le parallèle avec le Nice 2. Avec plaisir. Non, effectivement, de notre côté, on a tout ce qui est GDPR, donc pour la loi 25, donc ça c'est déjà effectivement prévu là-dedans. Et avec NIS 2, on va avoir une couche de transparence en plus. Avant, il y avait moyen de relativement bien planquer une fuite. Et donc, généralement, le citoyen le découvrait quand il recevait le spam dans WhatsApp, dans sa mailbox, en se demandant tiens, d'où ça vient. Cette adresse-là, je n'utilise qu'à tel endroit. Donc, c'est un peu le jeu de piste. Là, maintenant, ils auront 48 à 72 heures pour en faire part aux autorités fédérales, qui, eux, auront le droit de le rendre public. D'accord. Donc là, il y aura pas, on ne met pas ça sous le tapis, on n'attend pas 6 mois avant de prévenir. C'est en la semaine, les choses sont faites, sont dites, les gens sont prévenus. Et donc, pour les organisations et pour les compagnies, parce que là, le NIS 2, c'est une norme européenne. Cependant, les organisations qui vont être soumises font affaire avec des tiers qui, des fois, ne sont pas européens. Voilà. Ça va s'appliquer sur la supply chain, comme vous avez parlé, la chaîne d'approvisionnement en entier. Et la responsabilité est auprès du donneur d'ordre. Donc, c'est lui qui décide de faire du sous-contracting. Il n'y a pas de problème. C'est à lui de s'assurer qu'il ait fait son due diligence, qu'il a prouvé, qu'il a inspecté, qu'il n'a pas pris seulement une déclaration sur la confiance ou sur l'honneur. Il faut un audit, il faut des preuves, et il faut garder ça. La documentation est aussi une partie extrêmement importante de NIS 2, où ça doit être gardé en permanence, à jour, complet et consultable. Et donc là, on a adressé peut-être beaucoup les organisations en pensant peut-être au secteur privé et au renseignement personnel aussi beaucoup. Qu'en est-il du secteur public maintenant ? Les gouvernements et les services gouvernementaux, où on sait qu'on n'est peut-être pas nécessairement les mieux protégés. Hein, je dis ça, je pense que tout le monde dans la salle est d'accord. Oui, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose qui est fort important. C'est traité aussi de manière un petit peu différente. Donc là, en Belgique aussi, un État fédéral. Donc tout ce qui est fédéral est de facto essentiel. Donc il y a 3 niveaux dans NIS 2, essentiel, important et basique. Donc tout ce qui est fédéral, c'est essentiel. Il n'y a pas de discussion, c'est comme ça. Pour les entités fédérées, c'est un petit peu plus complexe. C'est réputé important. C'est-à-dire qu'ils ont donné la tâche aux entités fédérées de constituer une liste en disant chez vous, regardez un petit peu ce que vous avez dans votre stock et dites-nous qu'est-ce qui est important, essentiel ou basique. Et sinon, de base, si on n'a pas d'infos, on va les considérer comme importants. Et donc là, ça change beaucoup de choses parce qu'on parle de grosses structures quand même. Donc ça fait beaucoup de monde, beaucoup de systèmes qui n'ont pas beaucoup évolué parfois. Et donc, on a eu le cas, effectivement, ici en avril 2025, on a eu le service public wallon qui a été lourdement touché par une cyberattaque, coupure complète de services, isolée du web, la totale. Et donc, disons que ça a bien relancé les débats parlementaires. J'imagine bien. Alex, du côté d'Isaka, tu as des pépites à nous partager justement sur cet aspect un petit peu, on va dire, nébuleux sur les services gouvernementaux et les cyberattaques qu'ils reçoivent, mais en même temps aussi la protection que nous, on a de nos renseignements personnels dedans. Ici au Canada, en tout cas, je parle. Oui, on va essayer, mettons au Canada et au Québec aussi. Puis on va dire, on est quand même, on a une vieille culture quand même au Québec maintenant qui a 20, 30, 40 ans maintenant à peu près, de gestion des renseignements, de l'information et des renseignements personnels dans les infrastructures publiques, pour le moins. Puis c'est vrai que, mettons, plus récemment, la loi 25 est venue les renforcer et c'est aussi appliqué aux infrastructures publiques. Donc ça a forcé, mettons, on va dire, nos institutions publiques de rehausser leur niveau de jeu. Mais il y a aussi, mettons, des choix de gouvernance aussi qui ont été faits au provincial pour le moment, d'avoir, mettons, un ministère, par exemple, dédié à la cybersécurité et à la transformation numérique. C'est un morceau de gouvernance qui s'est voulu
qui se veut en catalyseur et on va dire en soutien des différents services, on va dire essentiels de l'État québécois. Donc effectivement, on a ce genre d'approche qui a été appliquée, mais un peu comme Jérémy, on a différents paliers de gouvernement, et puis des fois, on a comme un arrimage entre les paliers de gouvernement, on va dire que l'on garde clignotant pour, on va dire par habitude surtout, mais ça s'améliore, ça s'améliore. Du coup, Élodie, toi, tu dirais, c'est quoi les risques juridiques les plus sous-estimés pour les organisations face à des réglementations comme la loi 25, comme le projet de loi qui est plus maintenant projet de loi, comme le NIS 2? Qu'est-ce qu'on sous-estime le plus? Parce qu'on va souvent parler de tout ce qui est les amendes, les pénalités financières qui vont arriver, mais est-ce qu'il y a d'autres risques juridiques auxquels les organisations ne pensent pas? Alors, pour moi, c'est pas tellement qu'ils n'y pensent pas. Des fois, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de certains points ou certaines obligations qu'ils doivent mettre en œuvre, qui à terme, finalement, vont finir par les mordre. Au niveau du consentement, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas sous-estimé en soi parce qu'on sait qu'on doit obtenir les consentements, mais de la manière que ça s'articule, ce consentement, comment on l'obtient, consentement sur quoi exactement et qu'est-ce que ça implique derrière. On le voit que quand on commence à mettre en œuvre ces éléments-là dans les entreprises, il y a une incompréhension assez importante, assez massive. Au niveau des critères de validité, donc de dire qu'aujourd'hui on veut des consentements qui soient dans des termes simples et clairs, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et il y a une bonne... En fait, il y a une bonne intégration de ces concepts-là. Par contre, quand on est dans des situations de réutilisation, par exemple, de données personnelles qu'on a déjà collectées à d'autres fins et qu'on ne va pas chercher des consentements supplémentaires ou qu'on se dit j'ai déjà collecté la donnée et je l'ai collectée à un moment où j'avais le consentement pour ces éléments-là. C'est là où on voit qu'il y a souvent une réutilisation en fait, de la donnée qui se produit qui, elle, n'est pas tout à fait, qui ne cadre pas bien en fait, avec les obligations législatives. Puis je dirais que c'est probablement ce qui revient le plus parce qu'au final, l'ensemble des autres obligations de mettre en place des politiques, la plupart des entreprises l'ont compris, le font avec différents niveaux de détails et la qualité de la politique peut varier, mais ils ont compris qu'ils doivent le faire. Les déclarations, par exemple, en termes de... divulgation. Oui, les obligations de notification en cas d'incident de confidentialité, de choses comme ça, c'est quand même bien maîtrisé. Mais je dirais que la réutilisation de la donnée, donc de s'assurer qu'elle soit détruite une fois que les finalités ont été accomplies ou qu'on ne réutilise pas cette donnée-là à d'autres fins sans aller chercher un consentement supplémentaire, je dirais qu'à mon sens, c'est ce qui est le plus sous-estimé. OK. Je vous amène sur la partie des cyberattaques et des incidents en fait, qui arrivent, qui vont resurfacer de plus en plus et qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Donc, les services gouvernementaux, selon les informations que vous avez, sont les targets à combien de pourcents par rapport au secteur privé des cyberattaques? Est-ce que tu as cette information-là, Jérémy, en tout cas pour l'Europe? Je sais que du côté d'ISACA, vous devez avoir des chiffres bien béton aussi. C'est difficile effectivement parce que le niveau privé c'est relativement visible. On pense par exemple à Range Rover, une des dernières qui est apparue. Le gouvernement britannique a dû débloquer 1 milliard de livres juste pour les maintenir à flot. De mon côté, ici en Belgique, on a eu Zaventem aussi, un aéroport qui a été touché justement par une attaque sur la supply chain. Et donc là, c'est paralysie complète des deux sites, donc le site principal et le secondaire. Niveau public, il y en a aussi, mais généralement, ce sont des attaques souvent sans victimes. Donc le temps qu'ils s'en rendent compte, le temps qu'on fasse l'inventaire, le temps qu'on réalise exactement ce qui s'est passé, qu'on vous dise que non et peut-être qu'un petit peu que oui, il s'est écoulé des mois et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Et donc typiquement, NIS 2 va vraiment aider à ce genre de choses. On met un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité. Mais oui, ça devient de plus en plus intéressant et on parle notamment public, entreprise, mais aussi les hôpitaux. On s'est rendu compte, en tout cas en Europe, du côté vraiment Europe de l'Ouest, un peu après le Covid, ce fut un bain de sang. Les hôpitaux n'étaient pas dans NIS 1, donc ils n'avaient pas commencé ce trajet, ils n'avaient aucune obligation, ni même de moyens de demander des fonds supplémentaires pour des pressions régulatoires. Et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte, mais en fait, ils sont vraiment importants, ces hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, je me rends ransomware, tous vos patients aux ICU et sous respirateur? Ça coûte combien s'ils meurent à cause de ça? Vous êtes prêts à payer? Question sympathique à discuter à 23h avec un board complexe. Vas-y, Alex. Puis, des fois, il faut se mettre un peu dans... Avant de parler de chiffres, on va se mettre un peu dans la peau, mettons, d'un cyberattaquant. Pour nos cybercriminels, c'est une industrie, c'est un modèle d'affaires. Donc, leur objectif à la fin de la journée, c'est gagner de l'argent. Donc, au final, leur choix pour sélectionner leurs cibles, c'est où sont les plus nombreux et les plus fragiles, et si je perpétrais une attaque contre eux, qui serait rentable.
Puis, avec les années, on va dire la pyramide des victimes a beaucoup évolué. Mettons, quand je regardais, pour préparer ce panel, je regardais, mettons, quelques rapports, que ce soit de l'ISACA, de Microsoft, ou aussi, mettons, de l'Institut des auditeurs internes. C'est surprenant, mais enfin, surprenant à moitié. En 2024, le secteur le plus impacté par les cyberattaques sont liés au secteur public. Et il y a une raison à cela. On va dire, c'est en général des gros éléphants qui bougent lentement et qui ont, on va dire, qui ont une affectation finalement de leur capacité sur vraiment le cœur des services qu'ils procurent. Donc des fois, mettons, l'allocation des ressources en cybersécurité ou en bonne transformation numérique, c'est perçu comme étant secondaire. On a quelques cas au Québec, je n'en parlerai pas, mais effectivement, mettons, c'est pour ça que mettons, ce genre de sujet doit arriver dans la chaîne de prise de décision d'affaires afin que l'on puisse finalement s'assurer d'avoir un niveau de protection qui soit aligné avec déjà à quel point mettons, nos comparables sont exposés à des cyberattaques et garder en tête que nos cyberattaquants sont, on va dire, ce sont des businessmen. Ils veulent attaquer le plus fragile du troupeau. Des fois, la meilleure manière de se protéger en cybersécurité, c'est de s'assurer qu'il y a un plus fragile que soi. Et pour y arriver, il faut se renforcer soi-même. Effectivement. C'est une bonne façon de le voir, effectivement. Je peux rebondir là-dessus parce que c'est un problème qu'on s'est rendu compte, c'est que par exemple, chez nous, NIS 2, là, donc, directive européenne, transposée dans la loi nationale belge, ça parlait des entités publiques. Mais ça ne parlait pas de ce qu'on appelle les pouvoirs locaux, donc les villes, les petites communes, ce genre de choses. Et donc, on s'est rendu compte qu'on allait élever tout d'un coup assez brutalement le niveau de sécurité de ces entités publiques, et quid des autres, qui sont en fait leur supply chain, qui sont complètement reliés. Parce que ces petites entités, elles ont accès au passeport, elles ont accès aux services de police, ils font des cartes d'identité. Et donc, ça a été un vrai débat, et là, on a occupé à essayer de dire, OK, on va essayer de faire les deux en même temps. On va commencer des efforts avec évidemment des échéances différentes, mais de commencer brutalement d'un côté et plus lentement de l'autre, parce que là, il y avait encore beaucoup plus à faire. Mais de dire, OK, non, on ne va pas envoyer le signal, de dire, là, c'est le free-for-all, allez-y, ils sont complètement sans défense, et ne touchez plus trop à cela, quoi. C'était un des gros problèmes, une grosse discussion qu'on a eue. Et du coup, effectivement, j'ai 3 experts là autour dans ce panel. C'est quoi les défis pour pousser les réglementations à changer ou à rentrer en place, ou pour pousser en tout cas les décideurs à mettre en place ces réglementations-là là. C'est quoi les freins qu'on rencontre le plus souvent et qui font en sorte que ça n'avance pas aussi vite que le paysage cybercriminel ou que l'évolution technologique bonne avance? À mon sens, le premier problème, c'est que le législateur a tendance ici à ne pas suffisamment s'entourer de gens techniques quand il décide de rédiger ses lois. On se retrouve souvent avec des lois qui ont des objectifs qui sont tout à fait louables, mais qui sont pas, qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre, ou on n'arrive pas à tout à fait comprendre l'intention du législateur derrière, parce qu'il manque de réalisme d'un point de vue technique, de se dire que ces éléments-là sont opérationnalisables. Ensuite, je pense qu'au Canada, on a typiquement ce problème, puis en fait en Belgique, il doit exister ailleurs aussi, ce partage de compétences entre le provincial et le fédéral, où chacun régule ou légifère sur le domaine, en fait, des domaines connexes, mais qui sont finalement toujours autour de la même chose. Au fédéral, ici, on a PIPEDA, alors qu'on a la loi 25 au Québec maintenant. Il y a eu le projet de loi C-27 qui se voulait être une mise à jour de PIPEDA, qui n'a pas réussi à aboutir, qui reviendra peut-être. Mais voilà, je pense qu'il y a cette complexité d'avoir plusieurs paliers de gouvernement en fait, qui légifèrent sur un même domaine. Et puis, pour moi, le troisième élément qu'on a bien vu là, avec le déclenchement des nouvelles élections fédérales au Canada, c'est qu'un projet de loi ne survit qu'à sa législature. Quand on déclenche des nouvelles élections, si on a commencé à faire du travail, on met tout à la poubelle et on recommence. Donc le projet de loi C-27, qui était pas loin d'être adopté, qui avait bien fait son cheminement en chambre, a été jeté à la poubelle. Bon, on va probablement le reprendre dans des termes assez similaires, mais on attend encore de voir. Et C-26, lui, qui se voulait aussi être un projet de loi similaire au NIS, donc, qui visait la cybersécurité des systèmes essentiels, lui aussi tombé au combat en changement de législature. Lui, par contre, a été réintroduit sous un nouveau numéro. Maintenant, c'est 8 qui existe maintenant, donc qui est en train de faire son cheminement au niveau fédéral. Peut-être que si on est chanceux, on le verra aboutir avant les prochaines élections. Mais je pense que c'est un problème aussi assez récurrent. On fait un bout du travail, puis changement de législature fait qu'on recommence à zéro. Ouais. Alex, je veux bien t'entendre. Puis Élodie, elle a bien emmené, il y a un point qui a résonné particulièrement en moi, c'est effectivement
la sollicitation des experts de domaine lorsque ce genre d'éléments se discutent. Car on en parle à chaque fois, mettons, on est tous ici sensibles à la transformation numérique et on sait parfaitement que c'est multi-compétences comme sphère de transformation de la société. Mais aujourd'hui encore, tantôt je parlais des entreprises des années 90, des fois j'ai l'impression qu'on a les législateurs des années 90 encore. Ils n'ont pas complètement intégré que... 70 peut-être, tu peux reculer un peu là. 70. Mais effectivement, du coup, ça force un peu une nouvelle pratique. Je pense qu'on est aux portes d'une nouvelle pratique un peu de penser les lois et de les construire sans aller non plus, mettons, dans du lobbying, mais vraiment d'avoir une écoute, au moins des mondes associatifs, au moins du monde de certains experts, pour avoir cette vision 360 que lorsqu'on parle de cybersécurité, oui, il y a des implications technologiques, oui, il y a des implications de cybersécurité, oui, il y a des implications de transformation de vie et de société, de culture. Jusqu'à un certain point, ça prend d'avoir ce rassemblement, cette variété d'opinions pour que chaque expertise puisse s'exprimer à sa juste part, pour avoir, mettons, des lois qui soient cohérentes et cohérentes avec leurs objectifs, mais aussi, on va dire, actionnables. Car des fois, c'est un peu le défi qu'on a. On a un texte, il se lit très bien, mais ça prend après un fois 10 de temps de lecture pour en sortir une interprétation et une manière de l'actionner. Puis on est des fois pris dans cet aspect où on travaille par jurisprudence, on essaye, erreur, et on garde la recette qui marche le mieux jusqu'à la prochaine. Oui, je pense qu'on a aussi un biais de notre côté en tant qu'expert cyber, c'est qu'on a l'habitude d'en parler, de bien concevoir la chose. C'est pas le cas des autres, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable, effectivement, de bien s'entourer, de bien les conseiller. Mais de base, ils sont pas très bons pour la gestion de risque. Généralement, ça n'arrive qu'aux autres. Est-ce que c'est vraiment si important? Tant qu'on l'a pas vécu, c'est complexe. Moi, les meilleurs avocats que j'ai pour la cybersécurité de mon côté, c'est tous les gens qui ont un problème, soit dans leur entreprise ou dans leur juridiction ou autre. Il n'y a pas mieux. Malheureusement, tant qu'il n'y a pas eu ça, c'est toujours ça tombera bien sur quelqu'un d'autre. Et puis, c'est pas si grave quand ça arrive. Ouais. Sur la petite minute et demie qui nous reste, si on voulait peut-être conclure sur une note peut-être positive, mais on espère évoluer le paysage réglementaire, le paysage législatif plus rapidement que ça. Quels sont les talents du futur dans un horizon de 5 ans dont on va avoir besoin justement pour faire face à tout ça, pour mettre en place ces réglementations, pour s'y conformer dans nos organisations, maintenant qu'elles vont rentrer toutes en vigueur? Qu'est-ce que tu penses, toi, pour vous en Europe, vu que vous êtes déjà en avance, apparemment, qu'on dit sur nous au Canada? Je pense que là, c'est définitivement le fait. Les silos, ils sont morts, ils sont enterrés. Même chose pour l'expert unique, le fameux expert cyber. D'ailleurs, j'aime pas du tout mon titre à cause de ça. Ça n'existe plus. Il faut vraiment être capable de se spécialiser, travailler en équipe, multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Maintenant, parler de cybersécurité sans IA, sans protection des données, ça n'a plus aucun sens, tout simplement. Et parler de ça sans le business non plus, donc bien comprendre ce qu'ils ont besoin. Donc là, il faut des gens qui soient des bons experts cyber, mais pas trop spécialisés non plus, qui sont capables d'avoir le large horizon, capables de continuer à apprendre et surtout travailler en équipe. Je pense que c'est le gros challenge. On n'a pas besoin d'experts en cryptographie quantique. Alors si, on en a besoin, mais pas d'entreprise de 1 à 50 personnes, clairement pas. Et cela, on en manque, il en faut absolument. Donc, il nous faudrait d'autres Élodie aussi, je pense, non? En fait, moi, je fais un peu de pouce sur des métiers qui existent, en fait, mais qui sont peut-être sous-estimés ou en fait, au niveau de la gestion de projet et la gestion du changement. Je pense que ce sont des personnes qui ont toujours été proches de la transformation numérique ou des changements en entreprise, mais je pense que ce sont des personnes qui ne sont pas assez proches de la mise en œuvre, justement, de ces changements d'un point de vue cyber, d'un point de vue gouvernance de la donnée. Ce sont des gens qui, typiquement, en fait, vont venir nous aider à traiter les adhérences, à se dire, OK, nos employés ont toujours eu l'habitude de faire de telle manière. Comment est-ce qu'on va être capable de les amener, de les accompagner, de les convaincre, d'arrêter de faire les choses de cette manière-là, puis d'adopter cette nouvelle façon de faire, par exemple. Donc voilà, moi je pense que ce sont des métiers qui existent depuis très longtemps, mais qui prennent davantage d'importance et qui doivent avoir un rôle plus central dans nos projets de transformation numérique. Donc c'est ça, autant chargé de projet que gestion de choses. Je vous dirais, mettons, dans les top métiers, déjà, ça prend un avocat moderne qui est capable de comprendre ce genre d'enjeu. Et puis Élodie, je pense, comme une bonne illustration. On va cloner Élodie d'ici la fin de ce MTL Connect. On a un petit projet sur le côté. Ouais. Mais au-delà de ça, effectivement, de cet aspect d'accompagnement juridique, il y a aussi cet aspect on va dire, des métiers, je dirais, qui touchent la gestion des risques, dans le sens où
La gestion des risques, c'est oui, comprendre ses opportunités, comprendre ses défis et les conséquences de ceux-ci, arriver à les prioriser et arriver à les amener à la bonne table de décision pour qu'on puisse finalement faire le bon choix au bon moment par la bonne personne au bon rythme. Puis c'est un élément, je pense, qui est comme vraiment essentiel pour nos organisations, pour qu'elles soient capables de gérer et les régulations existantes et celles qui s'en viennent, tout en réalisant leurs objectifs d'organisation, parce que c'est quand même ça le métier et la priorité, et tout en préservant leur résilience et leur chance de succès, de perdurer dans le temps. Donc, continuer à apprendre. Continuer à apprendre. On va conclure et en remerciant nos experts pour leurs insights précieux et en arrivant avec le résumé que la cybersécurité, finalement, c'est un travail d'adaptation et de collaboration. On est prêt à prendre les questions au micro juste ici. Il reste un petit 6 minutes pour les questions si jamais vous vouliez adresser des questions au panel. Si vous n'en avez pas, moi, je peux continuer à leur parler. Hein. J'ai encore un paquet de questions. C'est un sujet qui me fascine particulièrement. Mais j'aimerais vous donner la parole, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez, le micro est juste à droite ou à gauche. Ah, une petite question qui arrive. Oui, Brice. Allô. Merci pour cette belle panel, pour cette belle discussion. J'ai des questions très rapides. La première, c'est, vous avez parlé beaucoup de NIST et en même temps, tout ce qui est la gouvernance. Chez NIST, un de mes yeux ou des domaines, c'est la gouvernance et la responsabilité de tout ce qui est management, les gestionnaires. Quel est le défi de faire impliquer les gestionnaires, comme M. Jérémy a dit, pour amener ça dans le boardroom? Ça, c'est la première. La deuxième question, on a parlé des lois. On a parlé de tout ce qui est loi 25, PIPEDA et RGPD et tout ça. Et en même temps, si je prends l'exemple de Desjardins, par exemple, une banque, on a PCI DSS qu'on doit implémenter dans une banque. Il y a tout ce qui est ISO, toutes sortes des standards ou des normes. Comment on va rythmer, on va prioriser ces implémentations-là pour que l'organisation puisse être conforme aux régulations et en même temps appliquer de bonnes pratiques. Merci. Et je dirais sans dupliquer les efforts. Parce que effectivement, souvent, c'est ça. Qui veut se lancer pour répondre? Donc pour la partie avec les dirigeants et les responsabilités, en fait un dirigeant c'est juste un employé très occupé. Donc comment est-ce qu'on fait avec eux? On a une culture d'entreprise, on a de la formation. Dans l'IS2, il y a une obligation que les dirigeants soient formés au minimum, je pense, 1 fois par an pour l'instant. Okay. Donc même donc la première fois, elle est déjà en plus longue, après c'est un rappel, mais ils ne peuvent pas dire ça ne me concerne pas, je suis le CFO, moi j'y connais rien. C'est raté. Vous avez une place au board, vous avez une place dans la cybersécurité. En tout cas, là, on a une pour vous, donc là, il n'y a pas de choix. Et pour la deuxième partie, tout ça, nous, par exemple, en Belgique, on a fait via un framework qu'on appelle Cyber Fundamental, qui est vraiment basé sur le NIST, sur ISO, et qui permet de donner vraiment un cadre, suivant qu'on ait un niveau basique, important ou essentiel, et de dire voilà comment ça doit être fait. Et ils ont une deadline, c'est le 27 avril 2027, je pense, et maintenant, ils doivent y aller. Et donc là, à eux de faire aussi, de voir comment est-ce qu'ils sont, faire l'audit, voir comment ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent prioriser. C'est eux qui connaissent leur entreprise, et s'il y a besoin, ils ont de l'aide, il y a des experts pour ça, donc voilà. Puis effectivement, pour ta première partie de la question, effectivement, tu as couvert tous les points. Je vais peut-être me concentrer sur la deuxième. Mais effectivement, mettons, pour une organisation, au bout d'un moment, tu vas être confronté à différentes régulations. Et si tu fais affaire dans différents pays, tu vas avoir affaire aussi à différentes régulations de cybersécurité. Le chemin simple et pas efficace, c'est de se dire je vais démontrer l'une à côté de l'autre, et puis je vais répéter ça, et je vais manquer de temps, je vais manquer d'argent, et puis on va s'épuiser dans de la conformité qui va être de faible qualité. Par contre, il existe des organisations qui vont vous accompagner à avoir des outils pour déjà adéquatement former ceux qui vont faire ce genre de démonstration-là, mais surtout pour rationaliser les efforts. Car si on parle de NIS 2, si on imagine, si on pense aussi par exemple à ce qui peut exister en Amérique du Nord, par exemple pour le NERC-CIP, qui est une régulation pour encadrer le secteur de l'énergie, dans les fondamentaux des principes, ils sont toujours les mêmes. En matière de cybersécurité, à la fin de la journée, on est toujours pris avec des humains qui font des activités, avec des machines qui font des actions. Donc au bout d'un moment, la manière de gérer tout ça, ça fonctionne toujours plus ou moins de la même manière que vous utilisiez par exemple un COBIT de l'ISACA, un NIST CSF américain, un ISO 27001, 27002.
à la fin de la journée, on va avoir les mêmes activités et il y a moyen de rationaliser certaines activités pour faire on va dire ce qu'on appelle de la multiconformité. Je fais l'activité de démonstration une fois et elle est applicable et pertinente pour tous les cadres de régulation auxquels l'organisation est soumise. Prochaine question, ça va être la dernière, puis oui. Merci. Merci pour le panel, c'était très intéressant. Ma question, c'était pour le secteur privé, face à ces nouvelles lois qui sont de plus en plus strictes, quel type d'entreprises sont les plus à risque? Est-ce que c'est les grosses entreprises dont les mesures à mettre en place pour assurer la conformité vont coûter énormément de temps et d'argent pour protéger la majorité des actifs qu'ils ont? Ou bien ça va être les PME dont les mesures vont coûter bien sûr moins cher, mais qui souvent ne sont pas conscients des obligations qu'ils ont et n'ont pas forcément l'expertise pour la mettre en place. C'est une question intéressante, parce qu'en fait, c'est un point que je voulais apporter tout à l'heure, puis que je n'ai pas eu l'occasion de le placer, mais de se dire, la loi 25, finalement, elle s'applique de la même manière que tu sois une PME, que tu sois une entreprise à échelle humaine ou une multinationale qui fait affaire partout dans le monde. Et donc, la mise en œuvre d'un même cadre pour différentes entreprises de différentes tailles dans différents secteurs d'activité, c'est sûr qu'il y a une complexité, finalement, à appliquer le même cadre à l'ensemble. Maintenant, en termes de coûts, que ce soit des efforts, des coûts financiers ou humains également, là où je pense que les grandes entreprises en fait, ont l'avantage sur les petites entreprises, oui, leur mise en conformité va leur coûter beaucoup plus cher, mais ils ont généralement davantage les moyens. Ils sont dans une position où ils peuvent mettre de l'avant en fait, ces moyens et s'assurer que la maturité, que la sécurité continue à augmenter. La PME qui ne le fait pas, c'est pas toujours parce qu'elle n'en a pas conscience. Ça va être en fonction de la priorisation qu'elle aura décidé de faire, des moyens qu'elle a. Et encore une fois, pas juste financier, humain également. Les moyens limités qu'une plus petite entreprise va avoir peut avoir un impact finalement sur la mise en œuvre qu'elle va faire. Et de penser que les grandes entreprises sont mieux sécurisées que les petites, je pense que parfois c'est utopique, c'est un peu un mythe. Et par ailleurs, la taille de l'entreprise n'est pas forcément ce qui va faire d'elle une entreprise attractive pour les cybercriminels ou non. C'est plus la donnée qu'elle a, c'est le contenu plutôt que le contenant en tant que tel. Et donc, la taille d'entreprise a peu d'impact à ce moment-là, d'un point de vue cybercriminel, j'entends. Arman va nous rejoindre sur scène bientôt. Moi, je vais vous dire un grand merci d'avoir été parmi nous pour ce panel. Un grand merci à nos experts. Un grand merci à MTL Connect de nous avoir accueillis. Et puis, stay in tune pour la prochaine conférence, toujours ici à la Stratosphère, n'est-ce pas? Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci, Asma. De rien. Merci. Alors, merci beaucoup, Alex, Élodie et Jérémy et Asma pour la modération. Merci à vous, cher public, pour vos questions et pour une audience captive. On va prendre une petite pause, 10 minutes. On se retrouve pour la prochaine conférence. Alors, 10 minutes, dégourdir les jambes, aller prendre un petit café. On se rejoint ici dans 10 minutes. Bonne pause, à tout de suite. Merci.